Voilà, donc bonjour à tous. Il est l'heure, nous allons pouvoir commencer maintenant. Je vois qu'il y a assez de monde en ligne. Bienvenue dans ce webinaire de présentation générale de CEngineer 17, la toute nouvelle version de CEngineer qui est sortie maintenant il y a quelques jours. Mon nom est Cyril Eck, je suis directeur stratégie produit et marketing pour SIA basé ici en Belgique et j'aurai le plaisir de vous parler de toutes ces nouveautés au cours de ce webinaire qui va durer une petite 50 minutes ou quelque chose comme ça. Mais tout d'abord, un certain nombre de conseils pour la bonne utilisation de GoToWebinar. Concernant le son, vous pouvez vérifier vos paramètres de son dans la fenêtre audio à droite de l'écran et configurer votre système son de façon à bien entendre. Puis vous pouvez taper vos questions au cours du webinaire ou à la fin du webinaire dans la fenêtre des questions de GoToWebinar. Puis après ce webinaire, vous avez la possibilité de visionner cette vidéo soit sur notre site sia.net, soit sur YouTube d'ici quelques jours. Alors, quand nous parlons de CEngineer 17, je souhaite d'abord commencer par vous indiquer notre ambition que nous avons eue lors du développement de cette version. C'était de stimuler votre productivité. Donc vraiment de se concentrer sur le travail quotidien et puis de travailler sur la convivialité, le processus de travail et la technologie interne du logiciel. Quand on parle de convivialité, nous avons effectué l'année passée une enquête via notre support technique pour tous les clients sous maintenance et nous leur avons soumis une liste de possibilités. Cette liste a été établie par le support technique à travers tous les pays et le top 3 choisi dans cette liste-là a été non seulement a été développé. Quand nous parlons du support, quand nous parlons de la convivialité, le premier élément c'était de faire une enquête via notre support technique il y a un an. Et cette enquête comprenait une liste d'une vingtaine de questions et les utilisateurs ont pu choisir directement le top 3 que nous allions développer. Et nous avons donc effectivement développé ce top 3 dans CEngineer 17. Mais ça porte aussi sur de nombreuses autres améliorations, soit des retours clients en direct, soit de nos ingénieurs support technique ou de notre développement directement. Le deuxième axe était donc la rapidité du processus de travail global. Là, on couvre la totalité du processus en partant du BIM, en arrivant dans le BIM éventuellement, et sinon en parcourant toutes les étapes, modélisation, charge, analyse, conception béton, conception acier, et puis note de calcul. Ça, c'était le deuxième axe pour CEngineer 17. Et le troisième, c'était enfin la mise à disposition d'une nouvelle technologie interne. C'est-à-dire que notre logiciel a eu des grandes parties réécrites, et le premier résultat de ce travail-là est visible dans CEngineer 17, pour un niveau de fonctionnalité qui est approximativement celui de l'édition concept. Nous vous donnerons plus de détails tout à l'heure. Ceci concerne ce qu'on appelle l'environnement de post-traitement V17, donc non seulement le calcul mais aussi le post-traitement. Et essentiellement, un des éléments très visibles pour les utilisateurs, c'est maintenant la possibilité de supporter tous les cœurs de calcul de votre processeur dans les contrôles Eurocode pour vraiment un gain de vitesse substantiel. Alors si je fais un zoom sur la technologie interne, ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre interface utilisateur est comprise d'un grand nombre d'éléments. Donc il y a l'interface utilisateur qui est la partie visible que vous voyez, en partant de la modélisation, l'application des charges, etc., le calcul élément fini, et puis la production de documents, notes de calcul, images, etc. Et comme vous le voyez ici, les éléments en bleu ciel sont ceux qui ont été réécrits, donc notamment toute la liaison vers le solver, mais aussi les résultats RDM, les contrôles métiers ont été complètement réécrits dans CEngineer 17. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie d'abord un gain de temps. Donc la nouvelle liaison solver est plus directe, il n'y a plus de conversion donnée. Le multiprocessing dans tous les contrôles Eurocode donne un gain de temps de 2 à 4 fois par rapport à la version 16. Mais aussi, par exemple, la technologie utilisée pour les images dans la note de calcul a été optimisée elle aussi. Ça permet enfin une meilleure gestion mémoire et nous sommes prêts pour l'avenir
avec cela, avec un code source plus simple à maintenir et plus rapide en développement. Deuxième axe de travail, et un des principaux, c'était le processus de travail. Si je commence par le béton armé, nous avons maintenant un tout nouveau processus de travail béton armé pour le calcul des poutres, poteaux et nervures, qui avait été déjà introduit dans les versions 15 et 16, qui a été complété dans la version 17. Et maintenant, nous avons ce même processus plus moderne, plus transparent, pour le calcul des dalles, voiles et coques, le calcul des fissures sur les éléments surfaciques, le contrôle du poinçonnement et enfin le calcul des flèches à long terme. Alors concernant le processus de travail béton et le processus de travail acier, vu qu'il y a tellement de nouveautés à signaler, ici dans ce webinaire aujourd'hui je ne ferai que vous en donner une synthèse et je vous invite à vous inscrire d'ici quelques temps pour nos webinaires dédiés au béton et dédiés à l'acier qui auront lieu après les vacances d'été. Donc si je regarde en bref ce tableau ici, cette arborescence de la conception béton pour l'Eurocode 2 partie 1.1 avec les annexes nationales, nous voyons que nous avons pour la conception des barres, poutres, poteaux, nervures, un calcul du ferraillage, des contrôles, ELU, ELS et une prise en compte des dispositions constructives. Et la même logique, cette fois-ci, a été tout à fait respectée pour les surfaciques, plaques, voiles, coques, un calcul du ferraillage à l'ELU, des contrôles qui comprennent l'ELS, et alors le respect des dispositions constructives, les flèches à long terme et le dimensionnement et contrôle du poinçonnement. Si on regarde un peu plus en détail, pour la conception des poutres et poteaux, nous avons voulu donner dans CEngineer 17 la liberté à l'utilisateur d'approcher ce travail-là comme il le souhaite et en fonction de ses habitudes. Donc il y a 3 méthodes de travail. La première méthode est basée directement simplement sur un calcul de ferraillage théorique le long de la poutre dans les différentes sections. Au-delà du ferraillage théorique, il est aussi possible maintenant de voir l'expression de ce ferraillage-là non en millimètres carrés, mais en diamètre et en barres, avec des espacements, et de démarrer sur un ferraillage de base, et alors de voir les renforts supplémentaires, par exemple au-dessus des appuis nécessaires. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode est une méthode qui travaille plus par section. Nous avons un outil de contrôle en section très pratique d'utilisation, qui va vous permettre, si vous voulez jouer avec le ferraillage, par exemple sur une section pour essayer de l'optimiser vous-même, d'intervenir directement sur les valeurs, sur les barres et de voir en temps réel votre note de calcul qui est mise à jour pour vérifier si tous les contrôles passent. Et enfin, la troisième méthode de travail, elle consiste plutôt à définir un ferraillage pratique qu'on peut éventuellement importer d'un logiciel BIM. Et ce ferraillage pratique-là existant, par exemple pour du contrôle de l'existant, va pouvoir être contrôlé dans les moindres détails par CEngineer et tous les contrôles ELU et ELS seront effectués sur ce ferraillage existant. Si j'en reviens un peu plus en détail sur les contrôles, donc comme vous le voyez ici, ces contrôles-là peuvent être effectués avec le ferraillage fourni, qui consiste d'un ferraillage de base et d'un ferraillage additionnel sur appui qui couvre le ferraillage nécessaire requis théoriquement par le calcul. Et vous voyez ici un exemple des sorties que vous pouvez avoir avec vraiment le détail des calculs, une note de calcul manuelle comme on le ferait vraiment soi-même, avec le détail des formules, avec des graphiques qui indiquent directement par exemple les contraintes, mais aussi un diagramme d'interaction pour évaluer où on en est par rapport à la résistance de la section. Et cette logique-là, qui a été introduite donc dans CEngineer 16 pour les poutres poteaux, a maintenant été appliquée aussi aux conceptions des dalles, voiles et coques. Cela concerne donc le ferraillage longitudinal, le calcul du ferraillage de cisaillement, le calcul des fissures, les flèches à long terme, avec vraiment prise en compte de la fissuration et du fluage, et le contrôle du poinçonnement. Si j'interviens maintenant si je parle un peu du calcul de ferraillage requis et fourni, donc vous voyez de nouveau les deux étapes, comme il était le cas pour les poutres par exemple, où ici vous avez vraiment les millimètres carrés qui sont calculés par CEngineer en chaque point de votre maillage élément fini. Ça c'est le ferraillage requis. Et alors on va pouvoir demander au logiciel de transformer cela en ferraillage fourni, dans lequel on part d'un treillis de base, on voit ici en couleur bleue, et alors le logiciel va pouvoir déterminer les zones non couvertes par ce treillis de base et l'exprimer avec un deuxième ferraillage additionnel là où c'est nécessaire. Et vous voyez ici en bas à droite à quoi peuvent ressembler les sorties ici. Ça c'est un bref extrait. Donc un rappel
des efforts internes pris en compte pour le calcul, de la combinaison critique, et alors les détails du ferraillage fourni, avec du Φ8 tous les 250 et du Φ10 tous les 250 en plus sur appui. Alors, concernant le contrôle de la fissuration, donc on voit aussi ici les notes de calcul très détaillées qui sont données par le logiciel, avec le rappel des cas de charge, de nouveau les efforts internes, etc. Un tableau qui va vous donner les résultats pour les deux faces supérieures et inférieures et les deux directions considérées. Est-ce qu'il y a de la fissuration, oui ou non? Non, non, oui. Et puis on voit les détails du calcul ici. Et vous voyez toutes les formules utilisées juste en dessous. Alors, pour passer du ferraillage requis calculé par le logiciel au ferraillage fourni, qui est donc une interprétation plus simple avec un ferraillage de base et un ferraillage additionnel, on voit qu'on peut utiliser des gabarits, tant pour les poutres à gauche à l'écran que pour les surfaciques à droite. Ici, vous voyez en bleu le ferraillage de base défini. Donc dans les poutres aux quatre coins, par exemple, je mets des Φ16. Et ici, par exemple, des Φ30, donc des Φ10 tous les 300 mm en surfacique. Et alors en vert, on voit soit qu'on peut rajouter aussi un équivalent avec des diamètres et un espacement, par exemple à droite, ou alors ici sur le côté gauche, on peut voir pour la poutre que je peux laisser au logiciel le choix de nombre de barres qu'il va pouvoir ajouter, 1, 2, 3 ou 4, ou alors en bas je vais dire non, uniquement à partir de 3 ou 4. Donc on peut guider ainsi la transformation du ferraillage de base en ferraillage plus pratique, le ferraillage fourni tel qu'il est appelé ici. Alors si je passe maintenant au contrôle du poinçonnement, quelles sont les nouveautés dans la version 17? Donc comme je le disais, cela a été complètement réécrit. Ça fonctionne pour les dalles et pour les radiers, et la principale nouveauté, c'est vraiment la reconnaissance automatique de la forme, de la position et de l'orientation de l'appui et ou du poteau qu'il y a sous le nœud considéré. Il y a différentes possibilités pour le calcul du coefficient bêta que vous pouvez retrouver dans les paramètres du béton. On supporte aussi les deux types de ferraillage dont je viens de parler, le ferraillage requis ou le ferraillage fourni. Et alors, vous pouvez enfin visualiser cette fois-ci le résultat directement sur le modèle 3D avec une flèche qui va indiquer le contrôle unité et un périmètre critique dessiné avec une certaine couleur et une légende de la couleur qui dépend si c'est le béton seul qui porte le cisaillement ou s'il faut calculer du ferraillage complémentaire par exemple. La dernière nouveauté dans le contrôle béton, c'est la réécriture des flèches à long terme, pour lesquels on peut faire le calcul pour les éléments 1D et 2D en un seul clic. On a cette fois-ci une prise en compte automatique des combinaisons, donc il n'est plus nécessaire de définir des combinaisons béton à part. Ce sont les combinaisons linéaires qui sont utilisées pour le calcul des flèches à long terme aussi. De nouveau là, les trois types de ferraillage maintenant peuvent être pris en compte, c'est-à-dire aussi un ferraillage défini vraiment manuellement par des véritables objets de ferraillage d'anciens ingénieurs. On a cette présentation du contrôle unité par rapport à une déformée maximum qu'on peut imposer élément par élément. Et c'est un calcul donc pas à pas, en plusieurs passages, où on va d'abord faire un calcul court terme en section pleine, court terme en section fissurée, et puis long terme, section pleine, long terme, section fissurée. Donc on respecte vraiment la procédure de l'Eurocode. Et enfin, le calcul du coefficient de fluage se fait soit de façon automatique, soit l'utilisateur a la possibilité d'introduire la valeur que lui veut. Alors, je disais au début que nous avons maintenant implémenté dans tout ce qui est contrôle la gestion des plusieurs cœurs de calcul sur les processeurs modernes. Donc on voit par exemple sur ce cas ici, on a quelque chose comme 576 éléments surfaciques dans les 650 poutres et poteaux, 204 charges, et on va faire des combinaisons, donc pardon, pas des 4 charges, mais des charges, et on va faire des combinaisons ULS et SLS, donc ELU et ELS. Et alors si je regarde les temps de calcul, donc c'est essentiellement pour les calculs 1D, qu'on passe de 15 minutes précédemment à 4 minutes actuellement, et pour le surfacique de 6 minutes à 4 minutes. Donc on voit qu'on a en moyenne un gain de temps de 2 à 3 fois sur ce calcul des flèches à long terme. Alors, si on regarde cela un peu dans le logiciel, donc j'ai ici une petite vidéo qui va vous montrer d'abord le calcul à l'ELU. On va faire donc une sélection pour tous les éléments, mais on va faire un filtre sur le calque slab, donc la dalle, pour les combinaisons ELU. Et on va d'abord faire un calcul du ferraillage requis.
Alors on voit que le calcul est, voilà, est assez rapide hein, sur une dalle seule, comme ceci. Et on a les isobandes qui représentent les millimètres carrés par mètre. Alors si je regarde l'autre face, donc là je suis en face inférieure, direction 1, et je peux passer par exemple au ferraillage requis statiquement. Là on voit que les dispositions constructives, alors là je ne les prends pas en compte, et je vois le résultat du calcul tel que je l'aurai dans une feuille Excel par exemple, et je peux vérifier les calculs sans les dispositions constructives. Et si je passe maintenant au ferraillage fourni, donc comme expliqué à l'instant, on a la possibilité de définir un modèle de ferraillage. Donc vous voyez qu'il y a toute une liste de modèles qui sont déjà définis dans le logiciel. Vous pouvez créer les vôtres. On peut éditer un existant. Donc là par exemple on a du diamètre 10 tous les 300 en ferraillage de base. On a le calcul directement des millimètres carrés équivalents. Donc 262 ici. Ça c'est le ferraillage de base en bleu. Et puis en vert, je vais faire un paramètre fixe. C'est-à-dire je vais dire ok, le ferraillage additionnel c'est un treillis avec du diamètre 10 tous les 300 en plus de mon ferraillage de base. Et si je suis content avec cette définition-là, je peux valider. Et si je regarde maintenant les résultats, donc je suis bien dans ASPROF, donc ça c'est le ferraillage fourni. Le calcul se fait. Et voilà, maintenant j'ai en bleu mon 262 mm² et en rouge le deuxième treillis en plus. En regardant maintenant le détail des sorties, donc vous voyez que les sorties ont été aussi bien élaborées par rapport aux versions précédentes. Donc on a des petits graphiques explicatifs, les tableaux dans lesquels on voit tous les détails, toutes les informations intermédiaires, des notes, des erreurs, avertissements, si jamais il y en a. Bon, ici il n'y avait pas d'erreur ni d'avertissement. Tout ça directement dans la note de calcul détaillée. Une fois qu'on a défini un ferraillage, on va maintenant pouvoir faire des contrôles, donc notamment le contrôle de la fissuration. Donc on va de nouveau faire un contrôle pour tous les objets. Je vais prendre le ferraillage requis comme base pour mon contrôle et je vais demander à l'écran l'affichage du contrôle unité, donc par rapport à l'ouverture de fissure maximum autorisée ici dans le projet. Et là j'ai un contrôle unité qui va au maximum jusqu'à 0,89, donc je suis à 89% de taux de travail, et je peux regarder maintenant en face supérieure mon ouverture de fissure qui arrive à 0,267, qui est donc en dessous de 0,3 mm, qui était ma limite. Et alors si on regarde dans la note de calcul, de nouveau, on voit le tableau que j'avais mentionné à l'instant. Et alors j'ai aussi les mêmes résultats directement dans le tableau des résultats et pas dans la note de calcul. Si je sélectionne la ligne critique qui m'intéresse avec un double clic, voilà, donc déjà j'ai une croix à l'écran qui me montre l'endroit du contrôle maximum, donc ça c'est assez pratique aussi. Et avec un double clic, j'ai directement la note de calcul qui apparaît et qui correspond à l'endroit critique que j'ai sélectionné à l'instant. Je peux passer d'une sortie standard à une sortie détaillée. Et si je régénère la note de calcul, vous voyez maintenant tous les détails du calcul pour cette position critique pour ma fissuration. Donc ça c'était la partie béton armé, hein. On est toujours dans la partie processus de travail béton armé. Maintenant on peut passer au contrôle acier. Donc là aussi il y a vraiment pas mal de choses, pas mal de nouveautés dans la version 17. Et c'est donc pour ça que ça vaudra la peine, pour ceux que ça intéresse, d'assister aussi au webinaire dédié à l'acier qui aura lieu en septembre. Le sommaire de l'acier, une nouvelle procédure de classification des sections, la méthode SemiComp+, un travail sur la vitesse de calcul à nouveau, les sorties améliorées et de nouvelles possibilités de calcul au niveau des assemblages et plus encore. Alors si je commence pour l'outil de classification et l'extension du calcul des sections efficaces, alors depuis pas mal d'années, CEngineer permet un calcul à la fois de la classe automatiquement pour les profilés en I par exemple, ou pour les tubes rectangulaires, etc. selon l'Eurocode, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Mais ceci était limité aux profils relativement simples. Pas des profils très complexes comme par exemple avec des soudures, etc. ou des jarrets ou des sections variables. Donc maintenant, on a étendu en fait la classification automatique et précise à tous les profils que vous pouvez trouver dans CEngineer dans la bibliothèque de base et même aux sections graphiques que vous pouvez dessiner vous-même tant qu'elles sont introduites comme à parois minces. Donc là, vous voyez un certain nombre des profils qui sont supportés. Donc ça, c'est des profils qui seront peut-être plutôt pour les ponts, des cornières dos à dos, des U dos à dos, des éléments avec des plats de renfort soudés, etc., etc. Pour chacune de ces sections, nous allons identifier la fibre moyenne
et faire un calcul élément par élément de la classification. Donc l'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'il n'y aura plus de passage automatique en classe 3, mais qu'on va effectivement faire un calcul en classe 1 ou en classe 2 quand c'est possible de façon automatique. Et c'est basé vraiment sur un calcul section par section et combinaison par combinaison. Donc c'est vraiment dans une section considérée, pour la combinaison considérée, qu'on va faire ce calcul de classification de la section et donc être le plus économique possible à ce niveau-là. Pour une certaine combinaison, on va peut-être pouvoir avoir une flexion biaxiale, et donc on va faire effectivement une classification qui va tenir compte uniquement de la zone comprimée. Donc toutes les parties en traction sont forcément parfaitement efficaces, et c'est uniquement pour la zone comprimée qu'on va faire cette analyse. On a donc un outil de classification qui va être utilisé de façon automatique lorsqu'on fait le contrôle acier, mais on peut aussi le faire fonctionner de façon autonome pour voir ce qui se passe si par exemple on a des efforts internes qui changent. Et on peut alors, comme ça, en tant qu'ingénieur, essayer de comprendre le comportement de la section, et vraiment d'optimiser la section au plus juste pour gagner en poids. Donc en résumé, c'est intégré dans le contrôle acier de façon automatique, donc vous ne devez pas intervenir là-dessus, mais vous avez aussi la fenêtre de classification autonome pour comprendre au mieux ce qui se passe dans le calcul et pour faire une comparaison éventuellement avec un calcul manuel. Ça vous permet aussi de modifier éventuellement un profil en acier pour voir ce qui se passerait si vous rajoutez un peu d'épaisseur sur la semelle. Et ça permet, sans perdre les résultats, et donc ça permet un peu un travail de conception, d'ingénieur vraiment de conception pour optimiser ces sections avec cet outil de classification autonome. C'est très flexible, donc comme on le disait, 99% des sections utilisées en pratique sont compatibles avec cette nouvelle classification. Et ça vous donne une conception plus économique parce qu'on ne sera plus forcé à passer en classe 3, mais on va vraiment regarder les efforts internes dans chaque section et pour la combinaison critique considérée et faire une classification au plus près de ce qui est demandé par la norme. Là aussi, on gère maintenant le multiprocesseur, ce qui va donner des effets de vitesse évidemment bien améliorés. Alors la recherche Semicom Plus, ça c'est un projet de recherche qui a été financé par le Fonds européen du charbon et de l'acier, qui est une collaboration entre le CCS, différentes universités qui sont citées ici, et qui vise à avoir une meilleure conception des sections semi-compactes, donc de classe 3. Voilà, le titre du projet était donc la capacité plastique des sections d'acier semi-compactes pour aller vers une conception plus économique. C'était financé par le Fonds européen, comme je l'ai dit, et c'est déjà dans l'avant-projet des futurs Eurocodes qui seront normalement en application 2020. Quel est le problème? On voit ici dans le petit dessin en haut à droite le saut qu'il y a quand on passe de la classe 2 à la classe 3 et quand on passe en fait d'une résistance plastique à une résistance élastique. Et on comprend bien que ce saut-là n'a pas en fait de raison d'être physique. Si on rajoute 1 mm, tout d'un coup on perd une résistance vraiment impressionnante, donc ça n'a pas vraiment de sens physique. Et donc ce que le projet de recherche Semicom Plus a proposé et a démontré, c'est qu'on pouvait faire une espèce d'interpolation entre la limite de la classe 3 et la limite de la classe 2 pour avoir une transition plus douce et donc une résistance bien améliorée dans les sections qui ont un élancement qui sont tout proches de la classe 2. Ça concerne les sections qu'on voit ici. Et ça donne une certaine résistance plastique donc pour ces sections semi-compactes. Enfin, comme conséquence, comme effet secondaire en fait de ce projet de recherche, les limites corrigées ont été corrigées entre les différentes classes aussi. Il y avait des distorsions entre ce qui était préconisé dans l'Eurocode partie 1.1 et l'Eurocode partie 1.5. Donc ces erreurs en fait ont été corrigées aussi au cours de cette recherche Semicom Plus. Et on voit encore d'autres sections sur lesquelles c'est applicable, donc aussi par exemple des sections soudées et des sections avec jarret. Alors si on regarde cela sur un projet réel, donc ça c'est un projet qui vient d'un utilisateur qui participait à un concours utilisateur, qu'on a légèrement modifié pour la présentation afin de pouvoir utiliser des sections qui ne passent pas. Donc vous voyez c'est quand même un projet d'une certaine taille, il y a plus de 2300 barres, 40 sections différentes, 22 combinaisons, etc. Et alors si je fais la vérification sans les règles Semicom Plus avec les sections modifiées, donc comme on l'a dit, on a par exemple un taux de travail maximum de 1,05 sur certains poteaux. Et alors avec la prise en compte de Semicom Plus, on voit que ce taux de travail passe à 1
et donc permet de gagner 5% ici sur ce projet tout à fait réel qu'on a pris d'un client et qu'on a modifié légèrement. Quand on regarde les sections semi-compactes qui ont été influencées, donc forcément tout ce qui est déjà classe 1 ou classe 2 ne change pas, c'est uniquement la classe 3 qui change, donc les poteaux ici. Et on voit qu'on peut gagner jusqu'à plus ou moins 20% de masse en passant à des sections beaucoup plus efficaces, en jouant vraiment sur l'épaisseur des semelles, de lames, etc., etc. Donc un gain en poids significatif. Concernant la performance de calcul, de nouveau, comme pour le béton, on revient là-dessus, on supporte les multicœurs. Et donc on voit que de la version 16.1 où le calcul complet prenait 20 minutes, on passe en version 17 à un peu plus de 3 minutes. Donc on est presque 5 fois plus rapide. Ça c'est d'une partie l'utilisation de 4 cœurs en l'occurrence, et aussi la réécriture qui a permis d'optimiser le code source. Et donc on a un gain vraiment significatif de vitesse de traitement et donc de temps pour vous lors de l'utilisation de CenGenere. Je parlais d'amélioration de sortie graphique. On voit ici que dans la scène 3D, on peut maintenant, dans les propriétés, directement sélectionner les éléments intermédiaires de la note de calcul qu'on veut visualiser à l'écran. Donc il n'y a pas seulement le contrôle unité de section et le contrôle unité de stabilité comme auparavant, mais on peut voir tout un tas de résultats intermédiaires, et notamment la classe de section. Ça, c'était une demande fréquente des utilisateurs. Donc on peut voir ici à l'écran là où la section est de classe 1 ou où la section est de classe 4 par exemple. Vous apercevez aussi en haut à gauche la nouvelle légende des résultats, donc ça j'y reviens tout à l'heure, mais ça c'est donc la possibilité sur l'image d'avoir une indication des résultats affichés à l'écran. Donc on voit ici on a le contrôle unité pour la traction, le contrôle unité pour général en flexion aussi, et la classe de section pour quelle sélection d'éléments, quelle combinaison, etc. etc. Voilà, ça c'était la légende, hein, j'en parlais, les composants du contrôle acier. Et alors l'affichage, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, mais on voit l'anti-crénelage, une police plus lisible, des couleurs personnalisables, etc., etc. Donc ça c'est pour la transparence des sections graphiques. Il y a aussi un travail sur la transparence des notes de calcul. On avait avant soit un tableau très bref ou la sortie détaillée, et nous avons maintenant ajouté une sortie synthèse qui est de longueur intermédiaire, c'est plus ou moins une feuille A4, dans lequel on récupère les données les plus importantes, la combinaison critique, les valeurs des taux de travail des contrôles unités intermédiaires, qu'on peut aussi visualiser à l'écran, et éventuellement les notes ou les avertissements du logiciel. On peut aussi voir que maintenant des indices sont supportés, donc ça c'est encore de nouveau pour une clarté meilleure de la note de calcul, les symboles grecs, des tableaux de décision, donc si jamais le logiciel fait un test sur certaines valeurs et part alors à gauche ou à droite en matière de méthode de calcul, tout ça est indiqué de façon totalement explicite. Et comme pour le béton, ce qu'on vient de voir lors de l'animation, je peux aussi double-cliquer dans mes résultats en tableau et automatiquement ça va m'afficher la note de calcul pour la ligne sélectionnée qui est peut-être ma section critique à l'écran. D'autres améliorations, donc j'en parlais des erreurs avertissement note 3D, note dans la fenêtre 3D, la sortie résumée détaillée, les résultats en tableau, et alors la possibilité de créer une combinaison à partir de la clé de combinaison critique, j'y reviendrai tout à l'heure aussi. Autre capacité du contrôle acier, nous avons maintenant une première version du contrôle d'assemblage tubulaire, donc qui est limité aux assemblages tubulaires ronds. Vous voyez ici les assemblages qui sont supportés. Ça, je passerai en vitesse vu qu'on en parlera plus en détail lors du webinaire acier. Les normes américaines contrôle acier ont été mises à jour aussi. Donc on a maintenant la version 2016 pour ceux qui travaillent à l'export parmi vous. Donc sachez que maintenant vous avez les normes américaines les plus à jour, tant pour les profilés laminés que pour les formés à froid. Nous avons ajouté un contrôle amélioré du gauchissement, donc avec une différenciation claire entre les torsions de Saint-Venant et de gauchissement. Et nous avons aussi une nouvelle méthode de calcul pour le flambement des profils à hauteur variable, selon le guide du concepteur ECCS pour l'Eurocode 3. Alors d'autres développements encore toujours pour la construction métallique, mais plutôt pour le calcul de structure, donc pour la descente de charge on va dire. Nous avons la possibilité de définir dorénavant des diaphragmes rigides. Donc ça c'est comme un panneau de charge mais qui possède une rigidité dans son plan, rigide ou semi-rigide, qu'on peut donc utiliser pour représenter par exemple un plancher mixte ou pour représenter des tôles profilées en bardage en toiture pour les diaphragmes semi-rigides.
Et lorsqu'on va maintenant définir des poutres cellulaires, alors la rigidité sera effectivement correctement réduite, même en combinaison avec des planchers mixtes. Donc on peut faire des planchers mixtes avec poutres cellulaires dans CiEngineer 17. Je note ici que ça, c'est une fonctionnalité qui fait partie de CiEngineer 17, mais qui sera disponible uniquement dans le premier patch qui devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines. Alors, autre nouveauté, un lien vers IDEA Statica Connections, qui est un logiciel de calcul d'assemblage, mais pas selon la méthode Eurocode, selon une méthode qui est hybride entre une méthode élément fini et une vérification des composantes de la méthode des composantes. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sur leur site web. Mais sachez simplement qu'il y a maintenant un lien direct entre le modèle 3D de CiEngineer et ce logiciel de calcul d'attache. Vous pouvez sélectionner un nœud, l'envoyer vers IDEA Connect, faire le calcul, et puis après, surtout, toutes les données que vous aurez prévues pour ce contrôle d'attache seront stockées dans votre fichier ESA, et donc vous pourrez le réouvrir ultérieurement, et toutes les données seront conservées. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Enfin, ça c'est plutôt pour l'Angleterre, donc j'y passe assez vite. Calcul des poutres cellulaires avec un logiciel du fabricant Westock, qui est un peu un équivalent anglais des poutres cellulaires d'ArcelorMittal. Ça c'était pour l'acier. Le BIM dans CiEngineer 17, donc toujours dans l'optique d'un meilleur processus de travail. Alors il y a d'abord la gestion des tâches maintenant avec le logiciel BIM+, un export amélioré d'Alplan en un seul clic et le lien Revit qui a été mis à jour. Le BIM et CiEngineer 17, alors il faut se rendre compte que le logiciel de calcul de structure est en général un peu à part dans le monde BIM. C'est-à-dire qu'il y a un BIM qui est d'abord la collaboration entre l'architecte, le bureau d'études structure et éventuellement le bureau d'études fluides, techniques spéciales, etc. Et ces trois modèles-là sont comparés, sont superposés pour faire une détection de collision, etc. L'interaction avec le calcul de structure se fait par le biais de ce modèle BIM du bureau d'études structure et uniquement par ce biais-là. Mais il est maintenant possible avec CiEngineer 17 de faire un échange d'informations et un échange de tâches directement entre CiEngineer et tout autre logiciel en fait en passant par une plateforme cloud. Donc cette plateforme cloud, c'est la plateforme BIM+, qui a été développée par notre société sœur au sein de Nemetschek Allplan, qui est un outil en ligne. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement et utiliser ça gratuitement jusqu'à 2,5 Go. Je vous donne le lien ici. Donc bimplus.net. Et c'est une plateforme dans les nuages auquel les différents logiciels vont pouvoir se connecter, télécharger leur modèle et synchroniser les modifications, mais pas des modifications d'objets dans le modèle, mais plutôt des informations relatives à ces modifications. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est parce qu'on va simplement en fait répercuter de façon beaucoup mieux gérée ce qu'on ferait d'habitude en s'envoyant des emails ou des petits bouts de papier quand on demande aux partenaires de projet de modifier quelque chose dans leur modèle. À quoi est-ce que ça ressemble? Dans CiEngineer, on a maintenant un panneau qu'on voit ici sur la partie droite qui est le panneau BIM+. Donc vous l'activez en allant simplement dans le menu Vue, barre d'outils et vous prenez BIM+. Et vous voyez une tâche. Donc une tâche est liée à un utilisateur qui a créé la tâche. Elle a une copie d'écran pour positionner l'élément directement et le repérer. On peut éventuellement le lier à un objet. On peut donner une description, on peut donner une priorité, on peut donner un responsable, faire une notification par mail, etc. Et dès qu'on a créé cette tâche-ci, elle va être synchronisée directement dans la plateforme cloud. Et on voit ici la liste avec 4 tâches qui viennent d'être créées, par exemple, sur Internet. Et les mêmes informations que ce qu'on avait tout à l'heure ici sur la partie droite. Alors tout l'intérêt, c'est pas uniquement d'être entre CiEngineer et cette plateforme en ligne, mais cette plateforme en ligne se connecte de la même façon à Allplan ou à d'autres logiciels BIM, quels qu'ils soient. Et il peut aussi se connecter à d'autres logiciels de gestion des tâches via le fichier BCF. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de bimplus.net. Alors la nouvelle version du lien Revit dans la version 17, déjà c'est une mise à jour qui nous permet de supporter Revit 2018. Il y a un support multilingue dans Revit. Et la grosse nouveauté, c'est un nouvel algorithme beaucoup plus intelligent pour le mapping des matériaux, des profilés métalliques et en fait de toutes les sections qui sont définies dans les bibliothèques de CiEngineer. Donc béton, bois et paramétrique. Il y a eu un certain nombre d'autres améliorations venant directement des retours clients, concernant par exemple le béton haute performance ou une interface utilisateur revue et améliorée pour ce mapping.
Alors deux autres améliorations aussi. Donc quand il y a des éléments qui ne sont pas exportés, l'amélioration de l'interface nous permet maintenant de voir beaucoup plus clairement qu'est-ce qui n'a pas été exporté et pour quelles raisons. Et il y avait des petites erreurs d'arrondi lors d'allers-retours multiples. Ça a été aussi corrigé dans cette nouvelle version. Alors, si je regarde quelques copies d'écran, vous voyez par exemple que nous avons ici un bois dans Revit qui a simplement été nommé bois en anglais. Ça a été reconnu comme étant de la catégorie bois dans CEngineer. Et alors, par contre, évidemment, dans CEngineer, il faut sélectionner quel bois, de quel bois il s'agit, du C14, C16, etc. Et donc, on peut sélectionner directement le matériau correspondant dans CEngineer. La même logique s'applique aux sections, on le voit ici, pour des poutres ou des poteaux, par exemple. Et pour vous montrer simplement la puissance de l'algorithme, ça va jusqu'à des sections paramétriques assez complexes, comme ici, où tous les paramètres de Revit sont mis en correspondance avec les paramètres équivalents dans CEngineer. Alors la nouveauté du lien Allplan, je le disais, export en un clic. Maintenant dans Allplan, vous avez une option du menu qui s'appelle exporter les données SIA ou CEngineer. Ça va créer directement un fichier IFC en arrière-plan avec les paramètres qui feront que la compatibilité entre les objets dans Allplan et dans CEngineer est vraiment optimale. Dans CEngineer, s'il est détecté sur le même ordinateur, va être immédiatement lancé et le fichier IFC va aussi être automatiquement importé. Donc vraiment en un seul clic, maintenant on se retrouve avec le projet Allplan qui apparaît dans CEngineer et on peut après appliquer les charges, faire les connexions d'éléments et lancer notre calcul. Donc ça c'était tout l'aspect processus de travail. Vous voyez, il y a quand même pas mal de nouveautés là-dessus. Ça c'est ce que j'appelle plutôt des grandes nouveautés où c'était des développements assez significatifs. Mais à côté de ça, il y a eu vraiment une multitude de plus petits développements, mais qui participent à une meilleure convivialité pour vous. Donc si je commence par exemple sur l'environnement de post-traitement, comme je l'expliquais au tout début de ce webinaire, nous avons maintenant la possibilité dans les données de projet de sélectionner deux environnements de post-traitement. Donc le premier, c'est V16 et précédent, ça contient simplement toutes les fonctionnalités de CEngineer, et ça fonctionne comme ce que vous connaissez. Et alors pour la partie qui correspond plus ou moins à l'édition concept, comme je l'ai expliqué au début, donc par exemple le calcul linéaire est supporté, mais sans la précontrainte. Les différents types de calculs non linéaires, le second ordre, les barres en traction seule, etc. Mais aussi une analyse modale et une analyse de stabilité. Donc si vous limitez à ça et au contrôle zéro code, vous pouvez maintenant bénéficier de l'environnement V17. Et ça c'est quelque chose, c'est un environnement qu'on va continuer à développer dans les prochaines versions, de façon à ce que, à terme, tous les types de calculs seront aussi disponibles dans cette version 17. Qu'est-ce qu'il y a dans cet environnement de post-traitement V17? Donc vous voyez des améliorations aux résultats. Donc nous avons maintenant les déplacements 3D et les contraintes 3D pour le calcul de stabilité et de mode propre. Nous avons les déplacements nodaux qui ont été revus et corrigés. Et essentiellement ici, nous avons maintenant un déplacement absolu en 3 dimensions et pas seulement sur les axes globaux comme avant X, Y, Z. Donc ça permet par exemple ici de visualiser la torsion de façon tout à fait précise. Et au niveau des réactions, il y a eu un certain nombre d'améliorations aussi, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Donc par exemple, ici vous voyez pour les résultats 1D et 2D, aussi des nouvelles options graphiques. Nous avons par exemple une représentation en couleur arc-en-ciel. Tout ça, c'est directement accessible à partir de la fiche des propriétés. Vous pouvez choisir votre type de coloration, est-ce que ça doit être transparent ou opaque, etc. etc. Vous avez cette fenêtre en haut à gauche dont j'ai parlé à l'instant dans la partie du contrôle acier où vous voyez quels sont les éléments sélectionnés, quel est le système d'axe, etc. Donc vraiment toutes les informations nécessaires pour interpréter les résultats à l'écran. Et nous avons un accès direct à la clé des combinaisons. Donc ça, vous le voyez ici derrière, au niveau du tableau de résultats, vous avez le premier onglet qui contient les résultats, mais le deuxième onglet qui contient directement la liste des combinaisons critiques. Et vous pouvez, pour une certaine section, vous dire maintenant je veux extraire cette combinaison critique de l'enveloppe. Donc vous appuyez sur le bouton ici pour créer une nouvelle combinaison à partir de cette liste des combinaisons critiques. Et alors CEngineer va vous créer une combinaison additionnelle qui sera cette combinaison critique là. Donc ça c'était aussi une demande fréquente des utilisateurs, donc ça a été implémenté dans CEngineer 17.
Je parlais au début aussi de cette enquête au support technique que nous avons fait. Donc l'équipe de support technique a collecté un top 20 des améliorations suggérées par les utilisateurs au fil des mois. Ce top 20 là a été soumis à vote collectif par tous les clients sous maintenance. Nous avons eu 477 réponses, donc ce qui permet de s'assurer que le vote était vraiment représentatif, de 24 pays différents. On avait promis le top 3 et nous avons développé le top 4 dans CEngineer 17. Alors, de quoi s'agit-il? Je passe directement aux éléments. D'abord, le numéro 1, c'était d'améliorer la lisibilité du modèle à l'écran, des polices de caractères, etc. Donc maintenant, nous avons des graphiques mieux lisibles, un environnement de travail plus agréable. Et comment ça a été fait? C'est en utilisant la technologie multi-échantillonnage qui existe dans les cartes graphiques actuelles pour avoir des lignes et des textes plus nets. Ça ne ralentit normalement pas le logiciel parce que ça utilise directement les possibilités des cartes graphiques. Donc vous voyez par exemple les polices à quoi elles pouvaient ressembler précédemment. Et alors voilà les polices actuelles, donc quand même beaucoup plus claires et beaucoup plus lisibles. Donc je compare encore la précédente et l'actuelle. Pareil par exemple pour le maillage, donc à gauche avant, à droite maintenant. Si je zoome dessus avec cette technologie multi-échantillonnage, vous voyez ce qu'on a à gauche où on voit vraiment les différents pixels à l'écran. Et alors à droite, des lignes bien nettes, bon ici sont floues parce qu'on a zoomé dessus, mais des lignes vraiment extrêmement nettes à l'écran et donc une qualité d'image bien supérieure. De nouveau, sans ralentir le logiciel. Ça, c'était la première nouveauté. La deuxième nouveauté qui était demandée, c'était un export direct des données vers Excel en un clic. Donc, il était évidemment possible, depuis le début, de copier-coller des données des éditions tableaux ou des tableaux de résultats vers Excel. Mais ici, en cliquant sur le petit bouton avec le petit logo Excel, vous pouvez en fait exporter non seulement l'onglet en cours, mais aussi éventuellement tous les onglets ou une sélection d'onglets. Et alors d'un seul coup avoir effectivement par exemple la liste des nœuds, mais aussi les tableaux de barres et les tableaux de calque par exemple, les combinaisons directement dans Excel. Là vous pouvez faire vos modifications et alors via copier-coller les réintroduire dans CEngineer ou utiliser ces résultats là pour faire un calcul manuel directement dans Excel après. La troisième amélioration, c'était la possibilité de lancer le calcul pour uniquement une sélection de cas de charge ou de combinaisons non linéaires. Alors là, le grand intérêt, c'est évidemment quand on a une structure un peu complexe avec un grand nombre de combinaisons non linéaires, d'assez vite se dire voilà celles qui ont l'air critiques. Je vais faire tout mon travail de dimensionnement en ne faisant le calcul que sur ces combinaisons critiques-là. Et en fin de dimensionnement, alors je referai le calcul sur éventuellement les 200 combinaisons non linéaires si j'en ai autant que ça. Donc une forte diminution du temps de calcul lors du travail de tous les jours grâce à cela. Comme vous pouvez le voir ici, ça apparaît dans cette fenêtre du dialogue, dans cette fenêtre du dialogue du solver, la nouvelle fenêtre du dialogue de solver, avec ici vous avez liste des combinaisons des cas de charge sélectionnés ou éventuellement liste des combinaisons pour le calcul non linéaire si vous en avez développé, si vous en avez dans le projet. Alors, le quatrième développement bonus qui a été fait, c'est donc cet outil pour coller des propriétés. Ça, c'est quelque chose que vous reconnaîtrez dans le logiciel aussi comme Word ou comme Excel, où on peut simplement copier le formatage. Donc, c'est la même idée. On sélectionne d'abord, par exemple, ce poteau-ci, et puis dans la fenêtre de propriétés, là où c'est assez logique en fait, vous voyez le petit bouton qui ressemble à un pinceau. Vous sélectionnez cela et puis après vous pouvez appliquer cela à une sélection d'autres objets cibles et ça va copier les propriétés comme par exemple l'excentricité ou le système d'axe ou les longueurs de flambement ou le calque. Donc toutes ces propriétés là sont appliquées alors aux autres éléments choisis. Ça, c'était l'enquête utilisateur, mais alors au-delà de ça, on s'est rendu compte aussi que de plus en plus d'utilisateurs ont l'habitude de travailler avec un seul clic et plus de double clic. Ça, c'est quelque chose qui vient avec la prédominance d'Internet. Donc maintenant, l'arborescence aussi par défaut fonctionne simplement sur un seul clic. Donc ça permet de gagner un tout petit peu en nombre de clics quand même. Il y a ce nouveau dialogue du solver dont j'ai déjà parlé à l'instant avec non seulement ces options-là pour la sélection de cas de charge, mais aussi vous voyez que avant de lancer l'analyse linéaire, on vous montre le nombre de cas de charge qu'il y a ou qui sont sélectionnés. Vous pouvez cocher tous les types de calculs que vous voulez d'un coup et il va tout faire d'un seul coup. Jusqu'à par exemple
lancer aussi la génération des notes de calcul. Si vous avez un calcul dont vous savez qu'il va durer quelques heures parce que c'est un gros calcul sismique, eh bien vous voulez revenir le lendemain matin et avoir votre note de calcul déjà à jour, vous pouvez cocher cette case-là ici aussi. Mais il y a aussi de nouveaux raccourcis clavier. Donc là, on a vraiment regardé sur ce qui est standard dans Windows ou dans les logiciels que vous connaissez. Par exemple, F5 pour régénérer les résultats. Donc il n'y a plus besoin d'aller cliquer sur le petit bouton d'action. Vous pouvez simplement taper F5 à l'écran, sur le clavier, et avoir les résultats directement rafraîchis à l'écran. CTRL A pour tout sélectionner, etc., etc. Donc il y en a toute une liste qui est évidemment décrite dans les grandes lignes. Et alors tout un tas d'autres améliorations. Certains que vous avez déjà pu voir, et puis pour d'autres, je vous invite simplement à consulter notre site web pour avoir la liste complète. Alors la note de calcul, j'en parlais aussi au début dans la partie technologie. Donc nous avons changé la technologie utilisée pour la gestion des images live. Donc les images live, ce sont les images qui gardent toute l'intelligence du modèle 3D en permanence de façon à ce que vous puissiez réintervenir dessus, peut-être changer les types de résultats affichés à l'écran ou tourner autour du modèle, ce genre de choses-là. Donc là on voit que pour une image d'une certaine taille quand même, la création de l'image prenait 1 minute auparavant, et maintenant on est à 26 secondes, donc c'est près de 3 fois plus rapide. Donc beau gain de temps aussi à ce niveau-là, pour tout ce qui est génération et régénération des images dans la note de calcul. Une belle nouveauté, c'est aussi la possibilité d'importer directement une feuille Excel dans la note de calcul. Vous pouvez éditer des dessins de résultats directement dans la note de calcul, donc il y a moins de détours qu'avant. Et pour des modèles de notes de calcul, vous pouvez maintenant les stocker sur réseau aussi, de façon à partager directement les modèles de notes de calcul au sein de votre bureau par exemple. Alors, si on regarde maintenant dans le logiciel à quoi ça ressemble en direct, donc ce dont je parlais en termes de choix de l'environnement de post-traitement, ici on reçoit un petit message d'avertissement qui explique qu'est-ce qui est supporté ou pas. Donc ça, comme je le dis, a priori, la plupart des calculs quotidiens sont pris en charge, mais on préfère vous avertir. Vous pouvez à tout moment passer d'un résultat à l'autre, d'un environnement à l'autre aussi. Et si je regarde maintenant les déplacements 3D, par exemple pour la combinaison de masse, voilà ici, ou pour les combinaisons de stabilité, donc je prends la combinaison de masse, je regarde le mode numéro 9, et si je fais régénérer, vous voyez vraiment la véritable déformation 3D avec les couleurs qui vous donne les déplacements, et ça permet de bien mieux comprendre des choses comme des modes de torsion par exemple. Si je vais prendre un autre mode, le mode numéro 5, là vous voyez de nouveau la flexion plutôt longitudinale qui est dans ce mode là. Nous avons la légende qu'on peut cacher par un petit clic sur le petit bouton I comme information, donc vous pouvez la garder à l'écran ou la cacher si vous préférez. Alors si je change de projet pour regarder maintenant les résultats, on reste bien sur VV17 évidemment. On lance un calcul, on voit ici cette nouvelle fenêtre du dialogue de Solver avec un accès direct aux paramètres de maillage et aux paramètres de Solver. Donc ça c'est assez pratique aussi, il n'y a plus besoin de passer dans une autre fenêtre. Là on va sélectionner 2 cas de charge. On va sélectionner le calcul de 4 modes propres. Vous voyez les différentes étapes du calcul qui sont parcourues. Voilà, le contrôle de plausibilité avec les déformations maximum, etc., comme on a l'habitude. Et si je vais regarder maintenant les efforts internes 1D, donc pour les filaires, je prends pour tous les éléments, pour la combinaison ELU, et voilà, là on voit à l'écran donc des valeurs en rouge et bleu. Jusqu'à présent, rien de spectaculaire, c'est simplement légèrement différent d'avant, mais vous voyez que vous avez les paramètres de dessin du côté droit à l'écran. Donc par exemple, maintenant je peux le regarder en mode arc-en-ciel, et je vois directement visuellement là où les éléments sont plus chargés ou moins chargés. Voilà, j'ai différentes options, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais maintenant dans l'éditeur de tableau ou dans les résultats tableau. Je peux faire un tri, par exemple, par effort normal croissant ou décroissant. Je prends la ligne numéro 1. Et alors, pour cette ligne numéro 1, j'ai ma combinaison critique qui est ULS bar 1. Et je vais demander au logiciel de me créer directement une nouvelle combinaison à partir de cette combinaison critique là, et vous voyez qu'elle apparaît directement de nouveau sans devoir refaire de calcul vu que c'est une combinaison linéaire, et je peux avoir les résultats et tous les efforts concomitants. C'est ça en fait l'intérêt pour cette combinaison critique là. Je parlais de la feuille Excel, donc je vais maintenant prendre un fichier Excel externe. Donc vous pouvez simplement aller récupérer une feuille Excel qui est quelque part sur votre disque dur. Ici c'est un calcul d'une fondation,
Voilà, je peux directement à partir du bouton éditer le fichier externe, comme c'est aussi le cas pour les autres fichiers externes que nous supportons déjà. J'ouvre Excel, je vais changer les données, donc je passe à une largeur de 2 mètres. Je change le calcul, tout est mis à jour, je fais sauvegarder, je régénère, et vous voyez que la feuille de calcul a été mise à jour directement dans CEngineer. Donc voilà, de nouveau un processus de travail quand même assez intuitif. Vous pouvez alors voir tout un onglet, toute une feuille, ou uniquement une sélection. Donc par exemple, là on va regarder une zone plus réduite, uniquement les 25 premières phases, et on va faire une mise à l'échelle, et vous voyez voilà, les 25 premières lignes à l'écran comme cela. Donc ça c'est quand même une partie assez intéressante pour la note de calcul. Ceux qui font des notes de calcul et qui aiment rajouter des commentaires, etc. Maintenant vous pouvez non seulement intégrer votre feuille Excel comme un PDF, ce qui était possible jusqu'à présent, mais vous gardez maintenant toute l'intelligence de votre feuille Excel directement dans la note de calcul et vous pouvez la modifier quand vous voulez. Voilà, alors la dernière partie de ce webinaire, la distribution des charges. Donc nous avons des panneaux de charges dans CEngineer depuis quelques années. Qui peuvent distribuer la charge selon plusieurs méthodes. La méthode standard, la méthode par élément fini, et nous avions un générateur de charge surfacique aussi qui fonctionnait par la méthode des aires tributaires. Donc celui-là n'est plus supporté dans le nouveau postprocesseur V17, mais nous l'avons remplacé par des panneaux de charge avec cette méthode de distribution de charge par les méthodes des bisectrices ou des aires tributaires. Comment est-ce que ça marche ? C'est en fait une distribution manuelle à 45 degrés, hein, rien de bien particulier, avec la possibilité de définir un sens de portée, éventuellement en X ou en Y, ou n'importe quel angle, ou une portée dans les deux sens, directement. Et alors le calcul va être fait vraiment comme vous le feriez à la main, pour une descente de charge classique. Si on regarde les avantages de cette méthode-là, donc par rapport aux autres méthodes dans CEngineer, et notamment par rapport à la méthode basée sur les éléments finis, ça va réduire grandement le nombre de charges générées, parce qu'on n'aura plus qu'une charge par zone uniforme et éventuellement une charge pour les parties triangulaires. On a des résultats fiables qui sont très proches du calcul manuel, voire identiques au calcul manuel. Et vous avez aussi directement sur le modèle 3D une visualisation des surfaces de chargement et du sens de portée. Comme ça, vous avez en temps réel en fait un aperçu de ce qui va se passer en termes de génération de charge. C'est toujours dans le domaine des charges, donc vu qu'on a eu ce travail sur les panneaux de charge, en fait c'était dans la même logique qu'on a étendu le générateur de vent 3D pour les structures métalliques, les bâtiments résidentiels, etc. Donc tout ce qui est boîte fermée, on va dire, où maintenant nous supportons aussi les paramètres, les chapitres 7, 2, 3 pour les toitures isolées, 7, 4, 1 pour les murs isolés et acrotères, et 7, 2, 1 pour les avancées de toit. Donc simplement nous avons développé cela aussi selon la norme, comme vous pouvez le voir ici. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez vos panneaux de charge qui sont définis ici, où ça pourrait être des voiles par exemple, hein, ou des éléments 2D classiques. Vous devez cocher une case pour indiquer qu'il participe au générateur de vent 3D. Et à partir de ce moment-là, le logiciel va reconnaître qu'il s'agit d'un acrotère ou d'une avancée de toiture. Donc ici, on a une avancée, vous voyez, c'est l'acrotère qui est sélectionné, avec un taux de remplissage éventuel. Et alors, toutes les zones vont être générées selon l'Eurocode. Vous pouvez visualiser les zones, vous pouvez les modifier, vous pouvez intervenir sur les CPE, les CPI, etc. etc. Donc maintenant, c'est vrai, ce générateur de vent-là est applicable dans un bien plus grand nombre de scénarios que jusqu'à présent. Alors pour finir, la localisation. Donc il y a eu un certain nombre d'annexes nationales qui ont été ajoutées au logiciel. Donc ça c'est si vous voulez travailler à l'export. Vous pouvez maintenant utiliser CEngineer aussi directement pour des projets à Chypre, au Danemark, en Italie, en Norvège, en Espagne et en Suède. Nous avons mis à jour certaines annexes nationales tchèques qui ont reçu une nouvelle version, et nous avons mis à jour aussi les bibliothèques matériaux pour un certain nombre de pays qui ont des types de béton ou de ferraillage particuliers. Voilà, donc ça c'était la présentation générale de CEngineer 17. Comme je le disais au début, l'objectif c'était pas spécialement de rajouter de nouvelles fonctionnalités exotiques, mais vraiment de travailler sur votre travail quotidien et de vous permettre d'avoir une productivité bien plus élevée avec CEngineer. On l'a fait par ces trois axes dont je viens de parler. D'abord un travail sur la convivialité, toutes les petites choses dont je viens de parler à l'instant. Le processus de travail avec le contrôle béton complètement réécrit, le contrôle acier, etc. Le support du multicœur pour beaucoup plus de vitesse de calcul grâce à la technologie interne sur laquelle on travaille en fait depuis pas mal d'années
vous avez pu voir les premiers résultats dans cette version de CNG 1.17. Si vous voulez en savoir plus, donc vous avez la totalité des informations dans notre centre de ressources, donc http://resource.cia.net. Vous avez la brochure avec les nouveautés, mais vous avez aussi des articles techniques et des copies d'écran, etc. qui vous expliquent vraiment le détail. Et enfin, maintenant, nous avons le temps de répondre à vos questions.